semble qu'il y a 7 ans et 2 mois, il s'est passé un truc chez quelqu'un, chez une jeune, qui a marqué un avant et un après dans le rapport au savoir, pour elle, mais aussi au niveau global, mondial. On est fin août 2018, et là on a une jeune qui, à un moment donné, pige un truc qu'en général les jeunes ne pigent pas comme ça, c'est qu'il y a une logique, une dynamique qui donne tout son sens au corpus des savoirs scolaires, à partir duquel elle est socialisée, c'est-à-dire où elle apprend à être comme les autres, et à partir duquel elle construit sa subjectivité, c'est-à-dire elle se construit elle-même. Et c'est le miracle de l'école ou de l'éducation, c'est d'apprendre à devenir soi-même en étant comme les autres. Et que cette dynamique, cette logique, elle est linéaire, continuiste. Demain est dans le prolongement d'aujourd'hui, et c'est pour ça que si tu bosses bien à l'école, tu auras un avenir. Et puis par ailleurs, il se trouve que cette personne, elle plongeait aussi dans un autre type de corpus de savoir que sont les savoirs scientifiques. Et à un moment donné, elle pige un truc, c'est que ce qui donne tout son sens, la dynamique, on pourrait dire le paradigme qui sous-tend le corpus des savoirs scientifiques contemporains, la production scientifique contemporaine, c'est la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui, les ruptures brusques et irréversibles sont possiblement devant nous. Alors vous voyez, là, on est en train de se dire rapport au savoir, linéarité d'un côté, rupture de l'autre. Alors vous l'avez reconnu, cette jeune personne, il s'agit de Greta Thunberg. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour, à un moment donné, que chez une jeune européenne, il y ait comme ça ce fil de la transmission des savoirs soit rompu, puisque après on connaît la petite histoire, du 20 août, jour de la rentrée scolaire en Suède, jusqu'au 9 septembre, date des élections du Parlement suédois, elle a fait la grève de l'école. Elle aurait pu faire la grève des savoirs scientifiques en disant non, ça c'est pas conforme à ce qu'on m'apprend à l'école. Au contraire, elle a fait la grève de l'école en disant mais là il se passe un problème dans les savoirs tels qu'ils sont transmis à l'école. Et puis après, bon voilà, il y a eu toute une aventure des Friday for Futures, etc. Alors la question qu'on va se poser, c'est quelle est aujourd'hui la mission fondamentale de l'éducation dans les temps troublés qui sont les nôtres, dans le prolongement de cette interpellation, on va dire, de Greta Thunberg. Alors moi, je m'appelle Nathanael Wallenhorst, j'ai 45 ans, et ça fait 20 ans que je consacre ma vie à la recherche scientifique. Et puis depuis 12 ans sur les questions climatiques. Et j'ai lu des milliers d'articles scientifiques, comme tous mes collègues enseignants-chercheurs, hein, et les savoirs que j'ai découverts, année après année, organisés autour de ce paradigme de rupture, ont généré chez moi, je peux vous le dire, une forme de déflagration existentielle. C'est-à-dire j'ai pris conscience que le sol que je foule de mes pieds, à un moment donné, il n'était pas aussi stable que ce que je pensais. Après, je suis entré dans un moment, on va dire, monomaniaque, où le but de ma vie, c'était vraiment lire, écrire. Et j'ai écrit 25 livres sur ces questions-là, sur la façon dont les activités humaines sont en train de fragiliser ce socle sur lequel nos sociétés se sont encastrées. Et alors, je peux vous le dire de façon rapide, et voilà, si on reste sur la même trajectoire climatique, on met toutes les chances de notre côté pour fragiliser nos sociétés jusqu'à possiblement entraver leur existence et leur devenir. Et ce drame, parce qu'il s'agit véritablement d'un drame, en tout cas ça me touche, ça me rejoint directement, et c'est à partir de là que je vous propose d'entrer dans une réflexion éducative. Alors, je voudrais vous partager juste 2 articles qui m'ont particulièrement marqué, 2 articles scientifiques, pour pouvoir prendre la mesure de ce qui est en cours. Ça, c'est un article de Margot Bador, qui est paru en 2017, et elle a pris la vague caniculaire de 2003, vague caniculaire historique en Europe, et elle met 2 degrés de plus de réchauffement global moyen, et elle se dit, mais en fait, en 2100, il ferait quel type de température à Strasbourg, Metz et Nancy, si on avait la même vague caniculaire que celle de 2003. Et le résultat de cette étude prospective est assez stupéfiant, c'est 55 degrés dans l'est de la France au moment du pic caniculaire. 55 degrés, le record du monde aujourd'hui à la surface de la Terre, c'est 54,4 degrés dans un désert aux États-Unis. C'est des températures qui désertifient des pans entiers du territoire européen qui sont aujourd'hui dédiés à la production agricole et qui ne pourront plus l'être. Un autre article de Stephen en 2018 où en fait il nous dit mais le risque fondamental si on franchit un certain seuil, compris aux alentours de plus 2 degrés, le réchauffement global moyen,
c'est que des dominos, c'est une image qu'il emploie, des dominos tombent les uns après les autres et qu'on verrouille la Terre sur une trajectoire où la vie humaine en société n'est plus possible. Il appelle cette trajectoire Terre-serre ou planète étuve, Hot House Earth. Alors fondamentalement, ce qu'il faut arriver à comprendre par rapport à ces questions climatiques, et c'est ce qui a marqué la jeune Greta Thunberg, c'est que la dynamique qui organise le système climatique est une dynamique non linéaire. On va prendre une toute petite image pour la comprendre. Chacun d'entre vous, vous avez déjà fêté une fête d'anniversaire, et puis juste en regardant comme ça, je vois que certains en ont fêté plus que d'autres des anniversaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on fête un anniversaire? On souffle dans un ballon de baudruche, le volume augmente de façon linéaire à l'air qu'on injecte. Je souffle un peu, il augmente un peu, je souffle beaucoup, il augmente beaucoup. En première lecture, c'est comme ça que fonctionne le système climatique. C'est-à-dire un petit peu de CO2, ça chauffe un peu, beaucoup de CO2, ça chauffe beaucoup. Je reprends notre fête d'anniversaire, jusqu'à ce que 1 millilitre d'air en plus et le ballon explose. Il franchit un point de rupture, sans retour en arrière possible, jusqu'à ce qu'un petit peu de CO2, de méthane, et ça génère un effet non linéaire avec la cause. Alors évidemment, les temporalités du système Terre ne sont pas celles d'une fête d'anniversaire, ça c'est évident. Et donc, fondamentalement, ce qu'il faut arriver à identifier et à comprendre, c'est que si nous restons sur la même trajectoire climatique, les conditions qui organisent nos existences seront profondément transformées. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu d'effets non linéaires avec les causes. Tout ce que nous avons vu des transformations climatiques et de leurs effets sur les sociétés sont linéaires. Alors une question, voilà, est-ce que contenir l'emballement du système Terre ne pourrait pas être une des finalités de l'éducation? Il me semble que pour ce faire, il y a un élément qui est particulièrement important, c'est qu'on puisse prendre le temps, les uns et les autres, dans toute notre structure éducative, à demeurer en présence des savoirs scientifiques. Et voilà. Aujourd'hui, pourquoi prendre le temps de demeurer en présence des savoirs scientifiques? Parce qu'aujourd'hui, le réel est insensible à nos sens. Et nous avons besoin de la médiation des savoirs scientifiques pour pouvoir comprendre, ressentir, visualiser ce mur puissant, impassible, massif, qui est devant nous, qui est sur la trajectoire sur laquelle sont nos sociétés. Et aujourd'hui, de fait, l'école ne me semble pas être suffisamment en prise avec ces savoirs scientifiques. Et puis j'ai nommé juste deux éléments ici. De fait, on est encore dans une logique de développement durable qui ne prend pas suffisamment en compte les limites planétaires sur le cadre structurel qui permet de développer nos sociétés. Et puis un paradigme de la croissance économique qui pour l'instant organise ce corpus des savoirs scolaires avec une place limitée pour une réflexivité sur les risques de la croissance. Il me semble aussi qu'aujourd'hui, enseigner dans les temps qui sont les nôtres nécessite une posture politique. Alors là, il faut qu'on puisse en dire un petit mot. Une posture politique, à aucun moment j'entends ici une posture partisane, militante. Si on perd l'éducation, c'est dramatique. L'outil de travail de l'éducateur ne peut être que les savoirs scientifiques et la problématisation. Voilà. Et il me semble qu'il est nécessaire aussi qu'on apprenne à pouvoir se départir d'une posture de neutralité qui, à certains moments, entrave. Et aujourd'hui, l'éducation telle qu'elle est conçue, on ne se soucie pas du devenir de ce que vont faire les jeunes des savoirs qu'ils ont reçus. Et il me semble qu'à cet endroit-là, pouvoir aussi interroger, accompagner sur le devenir de ce que vont faire les jeunes avec les savoirs qu'ils ont mobilisés pour pouvoir tout simplement construire nos sociétés sur quelque chose qui soit absolument durable, solide. Et le corollaire, c'est que nous avons besoin des éducateurs dans la cité. Et nous ne pouvons pas, les éducateurs, ce sont les vigiles de l'avenir. Et nous ne pouvons pas laisser la cité aux seules mains des économistes, si je vais le dire de façon rapide.
et qu'on apprenne à prendre des questions qui sont des questions de fond, qui sont des questions qui peuvent râper un peu, qui ne sont pas faciles, mais se dire, mais fondamentalement, on arrête quoi? On arrête qui? On arrête quand? Pour permettre à nos sociétés de trouver le chemin de leur pérennité. Alors, travailler sur les différents savoirs climatiques, écosystémiques, etc., ça ne laisse pas indemne. Les éléments que je vous ai mentionnés, c'est des éléments, c'est du lourd, on va dire. Moi, à titre personnel, ça m'a fait vivre pas mal d'émotions, de la tristesse, de sentir voilà, le sol se dérober sous mes pieds, de l'angoisse par rapport à la question de l'avenir, du dégoût aussi de me dire, mais bon sang, c'est ça les humains, c'est ça la trace qu'on est en train de laisser. De la colère aussi. Alors la colère, autant il y a plein d'émotions, c'est important de les traverser. La colère, je pense qu'il faut la garder, la sédimenter, et elle devient une énergie puissante pour l'action. Mais à aucun moment, en tout cas à titre personnel, j'ai vécu quelque chose de l'ordre du désespoir, ça je peux vous le dire. Alors, une image pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment, nous marchons sur un lac gelé. Vous voyez bien, voilà le risque, le danger de marcher sur un lac gelé. Il faut qu'on allège notre empreinte sur la Terre. Alléger de combien? Les chiffres dont on dispose, hein, qui sont le cadre voilà, géopolitique contemporain, il faut qu'on arrive à passer de 9 tonnes équivalent CO2 par individu, par Français, par an, à 2 tonnes, c'est-à-dire divisé par 4,5. Et aujourd'hui, l'empreinte environnementale d'une personne est corrélée au niveau de revenu, et le salaire médian en France, c'est 2 500 €. Donc ça veut dire qu'il faudrait, si je fais un tout petit peu de provocation, si vous me le permettez, il faut qu'on arrive à vivre avec quelqu'un qui gagnerait quelque chose comme 600 € par mois. Mais ça passe pas. Ça ne passe pas. Et en fait, il faut qu'on puisse prendre le temps de demeurer dans l'inconfort de cette impuissance. Ça ne passe pas. Alors il faut qu'on arrive à réinventer le monde de telle sorte qu'il permette la pérennité de la vie, ni plus ni moins, parce qu'il s'agit d'un endroit où on ne peut pas échouer. Alors, voilà, moi j'adore le handball, bref, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup passionné dans ma vie. Imaginons en ce moment, on est en plein match de hand, on est mené au score de 4-5 buts, il reste 5 minutes, on ne va pas se mentir, la situation elle est chaud tendue. Et ben jamais dans toute l'histoire du handball, il y a un type qui a sorti du terrain et puis qui allait prendre sa douche. C'est le moment où on est là, où on se défonce, où on donne tout ce qu'on a pour pouvoir gagner le match. Alors, la métaphore, elle a toutes ses limites, parce qu'on est sur un match qui n'a pas de fin, c'est-à-dire, en fait, quel que soit ce qui advient, il y aura toujours cet enjeu de réduire l'empreinte environnementale pour permettre aux jeunes qui adviennent après nous de pouvoir trouver un espace voilà, hospitalier. Alors, est-ce que nous allons réussir? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que nous le devons au nom de la promesse qu'on a faite à nos enfants, en les projetant dans l'existence, que la vie vaut d'être vécue, et que non seulement elle vaut d'être vécue, mais qu'elle peut être bonne, qu'elle peut être agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.